Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, notre webinaire se consacre à l'usage du Wi-Fi dans un sens global, mais aussi surtout pour l'éducation, donc ce qui nous intéresse en tout premier. Et donc aujourd'hui, en tant que invité partenaire sur ce sujet, on a Monsieur Emery de la société D-Link. Euh, Et donc au niveau des points abordés ce jour, on va aborder un rappel sur les règles juridiques. Quand on parle de règles juridiques, c'est également ce qui a trait à la santé, puisqu'on a pas mal de préoccupations du grand public, des parents d'élèves et de nos décideurs, techniciens sur cette problématique. Et après, donc, on verra donc les règles, les bons usages d'un déploiement, un déploiement type. Quelles sont les solutions d'administration? Donc ça, c'est sur la partie supervision. Il y a des modes plus ou moins complets. Et enfin, on fera un focus sur la dernière norme qui s'appelle 802.11 AC, qui est la toute dernière sortie. Voilà. Euh, pour nos actualités, si on passe à la diapo suivante, euh, donc dans les actualités, écoutez, on continue ce cycle de webinaires. Là, le prochain qui aura lieu la semaine prochaine, on le consacrera à l'application au jeu, au logiciel Minecraft, côté éducation, avec un intervenant que certains connaissent déjà puisque c'est quelqu'un de notre réseau, Stéphane Cloître, qui connaît bien Minecraft, et on essaiera de trouver un intervenant sur son son cousin éloigné ou cousin proche, Mindtest, qui est un petit peu le répondant du monde libre, euh, euh, comment dire, au produit Minecraft qui a été racheté par Microsoft. Donc là, on aura des choses intéressantes. Moi-même, je connais pas trop ce logiciel, et aujourd'hui, il est utilisé en éducation, également dans des matières qu'on ne soupçonnerait pas, en français, en histoire, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. La diapo qui suit, au niveau, je vais afficher le diaporama en même temps parce que j'ai du mal à avoir le feedback en temps réel. Hop. On attaque la partie Wi-Fi dans l'éducation. Voilà. Mais écoutez, vais laisser surtout Monsieur Emery va se présenter, puis et donc illustrer notre sujet, en sachant que je me ferai le candide pour l'interrompre sur une reformulation ou des choses que je ne comprendrai pas moi. Enfin voilà. Je vous laisse la parole, Monsieur Emery. Oui, pas de souci. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Monsieur Royer sur la thématique du Wi-Fi. Alors c'est pour ceux qui me connaissent, moi je suis le responsable, enfin pour ceux qui ne me connaissent pas surtout, je suis le responsable commercial du Grand Ouest de la marque D-Link. Je suis basé sur Rennes et je m'occupe voilà du Grand Ouest, donc ça va de la Basse-Normandie jusqu'à Limoges, en passant par le centre, et je suis le support au quotidien commercial, avant-vente, technique auprès des revendeurs installateurs principalement, et je peux aussi évidemment par extension être en support auprès de collectivités, de l'éducation publique, privée, etc., de clients privés, classiques, entreprises, etc. Donc là, la thématique aujourd'hui, donc comme le disait Monsieur Royer, donc c'est le Wi-Fi dans l'éducation plus particulièrement. Donc le premier volet va s'attarder à faire un rappel ou pas, ou des choses que vous allez apprendre sur la partie juridique, santé, etc. En restant assez évasif parce qu'il y a des référentiels dont les liens sont en bas de cette diaporama-là, que vous pourrez aller télécharger. Il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de choses à lire, mais là on a essayé de synthétiser avec Monsieur Royer pour que ça soit le plus concis possible. Donc la partie juridique, elle précise d'une part que le Wi-Fi alors ne peut être installé dans des établissements scolaires, mais en suivant des règles de sécurité
sécurité, évidemment, en particulier dans la partie technique. Il est interdit d'installer des bornes Wi-Fi dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de 3 ans, plus particulièrement dans les crèches, les garderies et les jardins d'enfants. Ça, c'est la loi du 9 février 2015. Je sais plus, elle porte un nom un peu spécial aussi, mais vous le verrez sur le lien, c'est marqué. Le conseil d'école doit être informé évidemment de toute nouvelle installation de bornes Wi-Fi. C'est toujours la loi du 9 février 2015. Dans les écoles primaires, le Wi-Fi doit être désactivé lorsqu'il n'est pas utilisé pour des activités pédagogiques. Toujours la même loi. L'usage des téléphones portables, alors ça c'est pas du Wi-Fi, mais bon, c'est un dérivé puisque les fréquences sont relativement proches pour la 4G, certaines tranches de fréquences. Bon, on imagine que ça va peut-être évoluer. Je ne sais pas sous quelle échéance. Aujourd'hui, l'essor du BIOD, du Bring Your Own Device, importer votre appareil numérique en établissement scolaire. Pour la partie second degré, c'est-à-dire collège-lycée, on voit que c'est quelque chose qui est très intéressant, qui se pratique de manière un peu marginale, en dehors des règles, avec une certaine un certain aval. Bon, il est probable que ça évolue, cette interdiction. Bon. Oui, on va dire aujourd'hui c'est un usage qui est sauvage, qui est fait un peu de manière sauvage dans l'établissement. Il n'y a rien de légal à ce niveau-là en tout cas. La partie concernant la sécurité des accès Internet et la protection des mineurs, ça va de soi. Donc il y a certaines méthodologies, des méthodes de filtrage, des choses, des contre-mesures à mettre en place en amont pour éviter toute problématique liée, par exemple, en actualité, on va aller directement sur le terrorisme, Daesh, etc. Sur des sites de propagande de terrorisme. Ça peut être aussi de la pédopornographie, etc. Donc il y a quand même des choses à mettre en place en amont pour que les mineurs ne puissent pas accéder à tout sur Internet. Les conditions d'usage doivent être spécifiées dans la charte de l'établissement. Ça, globalement, c'est globalement bien fait, je pense. Peut-être moins pour les plus petites structures, mais généralement, c'est quelque chose aussi qui va de soi. Oui, monsieur Royer? Oui, après, c'est à tempérer dans le sens que, en effet, dans les gros établissements où l'usage de l'informatique est fréquent et institué depuis des années, le fait d'avoir une charte d'usage, c'est quelque chose qui est déjà en place, qui est pas forcément mise à jour. C'est vrai, donc ça demande d'être peut-être renouvelé, mise à jour. Après, c'est quelque chose qui est quasiment absent dans une très très grande majorité des écoles primaires. Là, j'ai vu très peu d'établissements écoles disposant d'une charte, alors que les usages aujourd'hui sont quand même très importants, quoi. Donc ça, c'est peut-être aussi à nous, au niveau institutionnel, de rappeler que c'est important de le mettre en œuvre, quoi. La partie santé, alors le cadre santé précise que l'annexe sur les radiofréquences et la santé précise qu'aucune étude n'a directement incriminé le Wi-Fi. Donc voilà. Là, il n'y a aucune étude, comme on le sait globalement, même sur d'autres technologies sans fil. Rien ne prouve que ces technologies impactent la santé. Ce qui se passe, c'est qu'on va intégrer un phénomène de principe de précaution avec plus ou moins de fermeté. Donc là, clairement, le cadre juridique, il est dans ce sens-là, hein, c'est principe de précaution, et plus particulièrement pour les enfants de moins de 3 ans, dans les crèches, les garderies, les jardins d'enfants. Le cadre, je pense, il est plutôt clair. Après, il y a beaucoup de débats, d'associations, etc., de groupes de pression qui vont un peu dans tous les sens. Ouais. C'est vrai quand on regarde les textes, c'est plutôt clair. Est-ce que vous pourriez peut-être sortir du diaporama et nous montrer juste les deux liens que vous avez, qu'on a mis en référence, parce que je pense que c'est intéressant de les montrer. Et, en tout premier, il y a le site Eduscol, qui est le site ministériel de l'éducation, et dans lequel on trouve vraiment
je dirais Voilà. toute la documentation qui relève de nos établissements sur cette partie, elle est là. Donc Tout à fait. Donc voilà, donc c'est là il y a le vraiment là référentiel. qu'il faut aller trouver les réponses. Même si on en a fait une petite synthèse, hein, si on vous interpelle par rapport à ça, vous trouverez votre bonheur ici. Hein. Donc ce qui est dénommé sous forme de thème référentiel Wi-Fi. Vous Euh, voyez, enfin, quand je disais que qu'on a pris qu'un extrait, on prend juste la partie usage et cadre juridique de Eduxol, pardon. Il y a 13 pages, donc il y a quand même de quoi lire. Euh, il y a plus de détails, c'est plus détaillé, etc. Donc ouais, c'est des pages à avoir sous le coude. Ça va aller beaucoup plus loin aussi au niveau de la radiofréquence et de la santé, où là il y a 7 pages environ. Le cadre technique, pour moi de mémoire, c'était le plus conséquent avec 46 pages. Donc là, c'est très très ouais, vaste et ouais, varié. Donc voilà, donc c'est des choses à lire un peu plus en profondeur si demain vous voulez étudier cette partie-là sur la partie Wi-Fi. ouais, ouais, Ouais. voilà. Et l'autre, Bah, l'autre, c'est le texte de loi, en fait, hein, qui s'appelle oui, Loi relative à la sobriété, la transparence, à l'information et la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. Hein, donc texte de février 2015. Bon, voilà. Donc là, voilà, on c'est ce a... qu'on appelle voilà plus particulièrement la loi Abeille, faite par Oui, Laurence en Abeille. fait, faite par Madame Laurence Abeille. Vous avez raison. Exactement. Sinon, je pourrais aussi vous transmettre, je viens d'y penser seulement, mais je sais qu'on a un livre blanc fait par Supélec sur les études d'électromagnétique aussi. Alors c'est très technique, etc. Mais bon, c'est un livre blanc, donc c'est peut-être intéressant aussi à partager. D'accord. Je vais me Je, noter de vous envoyer ça. Ouais. On va peut-être pas répondre à toutes les questions en cours de route, mais j'en vois une qui est intéressante de Monsieur Nedelec, qui nous indique sur le chat qu'on lui aurait indiqué que dans le primaire, on pouvait maintenant installer le Wi-Fi de manière fixe, enfin fixe, c'est-à-dire en émission continue. Est-ce bien le cas? Pour moi, non, c'est pas le cas, non. Pour moi, non, il n'y a pas eu de. La loi, elle est assez récente, donc je vois pas ce qui aurait pu être modifié depuis février 2015. Ça peut être installé en fixe, évidemment. Alors attention, Oui, quand on dit en fixe, quand hein, vous je dites pense qu'il y fixe, a, c'est quoi? C'est fixe c'est peut-être la formulation accroché à un mur? qui est pas la bonne. Hein. Si c'est fixe de manière posée et non pas mobile, non, non, je pense que voilà, c'est bien ce qu'il a précisé, c'est en émission continue. Ouais. Non, le texte indique bien que, et c'est même quelque chose qu'on peut aussi étendre à l'ensemble des établissements, c'est-à-dire que la préconisation, c'est plutôt de permettre un usage, on va dire, modéré ou pertinent, dans le sens que c'est pas utile de le laisser en continu 24 heures sur 24 et semaine de vacances compris. Enfin Non, bon. ça sert à rien. Et puis même nous, en tant que constructeurs, c'est des fonctionnalités qu'on essaye de mettre en avant. Pourquoi? Enfin, première raison, c'est d'un point de vue sécurité informatique. Voilà, demain, vous avez un établissement, alors qui peut être une école primaire, ou un collège ou un lycée, laisser tourner le Wi-Fi toute la nuit de 19 heures le soir jusqu'à 8 heures du matin, c'est une aberration. Voilà, au moins on va pouvoir mettre des choses en place en coupant soit ce qu'on appelle la radio du point d'accès Wi-Fi, soit en coupant directement de l'alimentation électrique des points d'accès Wi-Fi. Comme ça, la nuit, ça n'émet rien. Et quand vous parlez de sécurité, c'est à quel niveau? C'est-à-dire que ça sous-entend que le Wi-Fi est forcément faillible? Non, enfin oui et non. Ça dépend des sécurités qu'on va mettre en place. Moi, c'est comme ça que Euh, je l'interprète. Ouais, non, non, c'est des mesures, enfin c'est des mesures de précaution, toujours. Il y a aucun système informatique qui est infaillible, ça n'existe pas. Donc On c'est est juste d'accord. encore une Après, fois. on peut Ouais. supposer qu'un accès sans fil est peut-être par définition plus comment dire plus faillible qu'un accès physique Tout à fait, parce que ou du un coup, accès c'est un point ouais, d'accès qui va émettre en continu sur une zone donnée. ouais. Pirater un câble physique informatique, c'est déjà beaucoup plus compliqué, et en fibre optique, c'est impossible. Vous voyez, donc il y a différents niveaux de sécurité, et forcément, les points d'accès sans fil, c'est une brèche possible, potentielle. Je dis pas que les points d'accès Wi-Fi n'ont aucune sécurité, loin de là. Mais demain, on va prendre le cas d'un lycée qui peut être
qui peut très bien avoir un Wi-Fi public pour les intervenants extérieurs, par exemple, ponctuels, un Wi-Fi interne qui va être sécurisé et non visible, et un Wi-Fi pédagogique pour les élèves. Ce Wi-Fi pédagogique peut très bien avoir une sécurité ou pas. On peut très bien mettre en place ce qu'on appelle du filtrage par adresse MAC, mais ça fait des points d'entrée qui peuvent être ouverts ou pas ouverts à un moment donné, et ça laisse les possibilités à des hackers, hein, de pénétrer dans le système informatique, s'ils ont les compétences qui vont bien. Oui. Voilà. Donc c'est juste des principes de précaution supplémentaires qu'on va appliquer dans ce cas-là. Ouais. Hein, et donc, juste remarque, on nous fait remarquer, donc, conclusion, il reste donc des écoles à câbler, hein, Tout à fait. déployer du Wi-Fi plutôt que de câbler les classes, hein, sans parler du CPL qui est également très très présent dans certaines écoles où on fait avec les moyens du bord, hein, pour des raisons de coût. Alors, Et oui, tout à fait, Alors par contre, ça c'est une bonne, enfin c'est une bonne remarque entre guillemets le CPL, parce qu'on parle de la santé justement. Nous, on est constructeurs de CPL évidemment, hein, je devrais pas dire ça, mais je sais qu'il y a eu des études de fait par centre de R&D de Orange à Lannion, qui mettaient en évidence alors on parle souvent aussi de Linky en ce moment avec EDF. oui, Le, petit boîtier, ouais. Il faut savoir que le CPL, ce sont des champs électromagnétiques et ça traverse du courant fort. Donc forcément, si l'installation électrique n'est pas optimale d'un point de vue blindage, etc., ça va créer un champ magnétique important. Et forcément, ça peut être, alors il n'y a pas d'études non plus qui le prouvent, hein, ça peut être aussi nocif que d'autres technologies, voire plus. Ouais. Voilà, donc et puis le CPL, les problématiques derrière, ce sont les installations électriques. Enfin, moi, je suis dans un appartement neuf là. Depuis hier, mon CPL Freebox, hein, c'est une catastrophe. Il arrête pas de décrocher toutes les 5-10 minutes. Et je sais pas pourquoi. Du jour au lendemain, comme ça arrivait. Voilà. Donc, le CPL n'est pas non plus une technologie fiable. Il faut être assez prudent aussi par rapport à ça. On fera peut-être un jour un webinaire Peut-être. CPL. Ça peut être l'objet d'un Ah, webinaire. j'ai une remarque pertinente de Arnaud Métayer, il nous dit c'est peut-être le chauffage, vous avez peut-être activé le chauffage dans votre appartement. Ah ouais, mais je l'ai activé depuis un petit moment, Ah donc bon. non, il n'y a pas de, il Ah y a oui, pas là, de lien avec de cause à les effet dans froids ce des cas. derniers jours, c'est peut-être ça, l'explication. Ouais, Ok, on peut-être. passe à la diapo suivante sur Ouais, les règles, les bons usages d'un courants déploiement. d'un déploiement Wi-Fi. Tout à fait. Hein. Peut-être en expliquant que le Wi-Fi requiert un minimum de rigueur et de précaution, hein, dans sa mise en place et dans ses déploiements. Et un point qu'on a mis en gras, hein, c'est tout simplement le 100% Wi-Fi est un peu illusoire. Hein, on peut dire que c'est un doux rêve ça ne marche pas parfaitement à 100%. Non. C'est un leurre. Oui, c'est une aberration de penser que faire un réseau 100% sans fil est une bonne chose. Non, c'est loin de là. Le 100% Wi-Fi ne marche pas. Le Wi-Fi n'est pas une science exacte, hein. Tout comme les CPL, hein. Ça peut marcher un jour, ça peut ne pas marcher le lendemain parce qu'il y a une perturbation externe. Donc, Ça reste des ondes, hein, donc c'est très sujet aux variations climatiques extérieures. Si on... ça veut dire que c'est une technologie qui est intéressante en effet pour une desserte finale, dans le sens qu'on permet à des équipements, que ce soit des ordinateurs portables, tablettes, de se raccorder à un réseau interne et également d'accéder à la partie web via l'abonnement de l'établissement. Mais on peut en déduire qu'il y a une infrastructure minima, hein, une fondation réseau qui est à construire dans chaque établissement, qui se base là plutôt en filaire, avec du câble Ethernet, de la fibre, pour avoir une espèce de desserte de rocade qui permettent d'avoir quelque chose de sain et fiable et efficace avant d'aller activer du Wi-Fi. Oui, tout à fait. Alors comme je disais, le Wi-Fi, c'est pas une science exacte, hein. Si on prend
le cas de la météo, tout simplement. Vous faites du Wi-Fi extérieur par un temps comme aujourd'hui qui est très peu nuageux. Les ondes Wi-Fi vont partir forcément tout droit vers le ciel et il y a moins de couverture. Enfin, je sais pas sur le Wi-Fi, mais c'est plus sur la partie 3G 4G. Mais c'est le bon parallèle parce que les fréquences sont plus ou moins proches. Quand il fait très beau, on capte moins bien la 3G 4G généralement que quand le ciel est nuageux. Parce que si le ciel est nuageux, les ondes vont pouvoir se réverber sur la couverture nuageuse et aller plus loin, forcément. C'est tout bête, mais voilà, c'est tout ça pour dire que le Wi-Fi n'est pas une science exacte, ne fonctionne pas si on est en 100% Wi-Fi, et qu'il faut, oui, privilégier forcément les dessertes câbles quand on est sur du poste fixe. Évidemment, le Wi-Fi a un énorme intérêt en pédagogie, mobilité, etc. Ça, c'est indéniable. Et c'est pour ça que ça prend de plus en plus d'essor aujourd'hui, avec les tablettes tactiles principalement dans l'éducation. Les obligations. Alors, je le disais tout à l'heure, je reviens sur le slide précédent quelques secondes, où j'indiquais que l'usage de téléphone portable est interdit. Alors, il y a d'une part le fait que ça évite que les élèves se dissipent. Il y a aussi d'un point de vue santé, qui n'est pas négligeable. Alors, la différence entre le Wi-Fi et de la technologie 3G, 4G, téléphonie, GSM, les puissances d'émission. Le Wi-Fi, on est limité à une certaine puissance d'émission suivant la bande de fréquence. Sur le 2,4 GHz, on est limité à 100 milliwatts quoi qu'il arrive. Point barre. Le 5 Go, suivant les conditions, si on est en intérieur ou extérieur, en extérieur, on pourrait monter jusqu'à 1 watt maximum d'émission. Sur un téléphone portable, les émissions, c'est 2 watts maximum, quel que soit le téléphone, intérieur, extérieur, les bandes de fréquence. Donc la technologie GSM est beaucoup plus puissante en émission que le Wi-Fi. Et j'ai un collègue qui a l'habitude de dire que le seul risque avec un point d'accès Wi-Fi, c'est de se le prendre sur le coin de la figure s'il tombe du plafond. Mais voilà, les risques, tout ça pour dire que les risques sont beaucoup moins importants sur le Wi-Fi que sur de la technologie 3G 4G, par exemple. L'utilisation du PO, alors ça c'est une technologie qui a été introduite depuis plusieurs années maintenant. Le PO c'est Power over Ethernet. Tout simplement c'est l'alimentation électrique des périphériques, donc des bornes Wi-Fi en l'occurrence ici, au travers du câble réseau. Donc au lieu de passer deux câbles, une alimentation électrique et un câble réseau, on passe plus qu'un seul câble réseau qui fait les deux. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que ça évite des travaux supplémentaires dans un établissement. Où la desserte interne Ethernet est déjà en place. Il n'y a pas besoin d'aller installer des nouvelles prises électriques ou des nouveaux raccordements électriques. Tout à fait. En Wi-Fi également, on ne mettra pas plus de points d'accès qu'il n'en faut, sauf cas particuliers, exceptionnels, il y a toujours des cas différents. Il y a un cas qui me vient à l'esprit, c'est le cas du Stade de France. Où là forcément c'est pas une histoire de couverture en termes de portée, enfin, un petit peu aussi également, mais le Stade de France vient d'être équipé en Wi-Fi, il y a 740 points d'accès je crois, et du coup les points d'accès sont installés sous les fauteuils, donc quand vous essayez dessus, ben voilà, vous prenez des ondes par le bas, et donc il y en a 700, donc il y a des couvertures limitées et il y a un nombre de connexions limité par point d'accès. Donc là on va en mettre une densité importante, il y a un risque d'interférence certes entre eux mais qui est maîtrisé et maîtrisable, mais il y a une raison derrière parce que c'est de la haute densité en termes de clients. Le Wi-Fi, c'est se poser les bonnes questions, mais ça c'est du bon sens. C'est comme vous, demain, vous voulez acheter une voiture, hein, vous allez vous poser les bonnes questions. Hein, qu'est-ce que je veux en faire? C'est pourquoi? Est-ce que je veux un coupé? Est-ce que je veux un break? Est-ce que je veux un 4x4? Quelle couleur? Quelle puissance? C'est pourquoi faire, etc. Le Wi-Fi, c'est pareil. Hein, c'est quoi les zones à couvrir? C'est quoi les usages qu'on va en faire? Combien de terminaux Wi-Fi il y aura en totalité et par borne dans les extrêmes? Est-ce qu'il y a un câblage existant? On parlait de câblage, mais on revient aussi à cette question-là. Est-ce qu'il y a une extension prévue? C'est-à-dire qu'on peut très bien faire des phases de déploiement. On va d'abord faire, si votre établissement a plusieurs bâtiments, on va peut-être faire le bâtiment 1 et 2 en priorité, et puis le troisième va venir plus tard. Donc ça, c'est des choses, des questions, c'est les bonnes questions à se poser avant toute étude déjà d'un pré-déploiement Wi-Fi.
Et alors les étapes d'un déploiement Wi-Fi, donc c'est donc évidemment les études des besoins en amont, mais ça passera aussi par une étude prédictive grâce à un logiciel et un plan de l'établissement ou du site. Donc ça délinque, nous on équipe nos partenaires d'un logiciel qui s'appelle Wi-Fi Planner Pro, hein, qui permet justement de faire des études prédictives. Alors prédictive, ça veut dire théorique, hein. On va pouvoir simuler les atténuations des murs, des portes, des fenêtres, etc. S'il y a du métal, s'il y a des ascenseurs qui vont venir perturber forcément un réseau sans fil. Mais ça reste une étude théorique. Donc tout ça, toujours accouplé avec une étude en ce qu'on appelle une étude sur site, soit enfin plutôt en pré-déploiement quand même. Et pour couvrir encore mieux l'étude, on peut faire aussi une étude en post-déploiement pour voir si les points d'accès en conditions réelles couvrent bien toutes les zones qu'on voulait à la base. Voilà, donc nous ce qu'on conseille, ce qu'on recommande, c'est d'exécuter au moins 2 planifications, et c'est plutôt les 2 premières qu'on va faire. Donc un déploiement anti, comme je vous le disais, donc c'est l'analyse des besoins et l'évaluation des niveaux de disponibilité. Est-ce que le réseau sans fil est critique ou pas? Comme je te dis, on n'aborde pas de la même manière l'installation d'une solution Wi-Fi pour des clients d'un hôtel par rapport à une solution d'une clinique ou d'un centre hospitalier. La criticité n'est pas la même, puisque dans le cadre de la santé, on est sur du dossier patient, donc c'est la prise d'informations, température, etc., et de la délivrance de médicaments. Donc on n'est pas du tout sur la même criticité d'utilisation du sans fil. Analyser l'existant, passage de câbles, esthétisme. Est-ce qu'on peut cacher les bornes Wi-Fi dans du faux plafond, ou elles seront apparentes? Donc on partira plus ou moins vers une borne Wi-Fi qui va être plutôt design, ou un peu moins design si on peut la cacher. Est-ce qu'il y a des ENT, des environnements numériques de travail existants ou pas, qui peuvent être utilisés ou pas? Et certaines applications imposent des débits ou des fonctionnalités spécifiques. Alors je prends le cas de certains, toujours la santé, puisque c'est un cas qui est assez parlant. Les applications santé derrière ne supportent pas les coupures. C'est-à-dire qu'il y a une base de données, donc c'est en exemple, c'est les sessions client-serveur, ne supportent pas les coupures. Donc en fait, s'il passe d'une borne à une autre et qu'il y a une coupure réseau, la base de données va planter, et donc ça peut être catastrophique. Dans ce cas-là, on va mettre en place des fonctionnalités qu'on va appeler itinérance sans coupure. Le choix du type d'infrastructure, donc est-ce qu'on part sur une solution autonome, microcontrôlée, centralisée? Ça on va le voir un petit peu après. Après, l'étude prédictive et ou terrain, de préférence les deux. Déploiement de la sécurité de la solution, pardon, et le contrôle du bon fonctionnement en général, qu'on pourrait coupler avec une étude post-déploiement, tout simplement. Alors l'installation des bornes, donc, ou les installer, donc comme je le disais précédemment, en faux plafond, apparent sur un bureau, ça dépend de l'environnement, ça dépend des exigences, de vos exigences, pardon. Donc voilà, vous le voyez sur le petit dessin en bas à droite. Les bornes Wi-Fi généralement elles peuvent être mises sur les trois modes. Très rarement elles peuvent être limitées à un mode plafond. Je crois on doit avoir une référence à notre catalogue qui est dans ce cas-là, donc elle est un peu particulière. Mais bon, globalement les autres on peut les mettre dans les 3 positions, il n'y a pas de souci. Attention sur une installation en faux plafond, il faut que la borne Wi-Fi respecte la norme Plenum, qui est une norme anti-incendie. J'ai déjà vu plusieurs fois, même dans des établissements scolaires, des bornes Wi-Fi plastiques qui étaient mis dans des faux plafonds. Alors ça, c'est clairement interdit par la loi. Demain, il y a un incendie qui se déclare, la borne Wi-Fi va alimenter l'incendie. Enfin, il est potentiellement la borne Wi-Fi va potentiellement alimenter l'incendie et aussi en fumée toxique. Donc là, les bornes Wi-Fi peuvent avoir une norme Plenum qui permet l'intégration au faux plafond sans risque. Comment les alimenter, comme je le disais, donc par le PoE, Power over Ethernet, ou via alimentation électrique, plus classique, si vous n'avez pas de switch PoE. Et pour illustrer, vous nous avez mis une belle petite photo qui montre une borne Wi-Fi qui était dans un faux plafond. Non, ça c'est quoi? Alors non, ça c'est même pas une borne Wi-Fi, c'est un switch. C'est un switch qui est sur un toit.
une D'accord. toiture, réalisée sans trucage, hein, ça faisait je crois 7 ans qu'il était là et qui fonctionnait toujours. Donc c'était un switch waterproof de la marque D-Link, c'est ça? C'était une façon de Alors promouvoir c'est votre un produit? switch D-Link, oui, c'est un switch D-Link, ça c'est sûr. Par contre, waterproof, non, parce que en switch, on n'en a aucun qui est normé waterproof, hein, extérieur en tout cas. Donc ouais, non, c'était, je sais plus pourquoi j'avais mis ça. Du coup, j'avais dû faire un copier-coller et garder. Après, en borne Wi-Fi, on a de l'intérieur, de l'extérieur, hein, tout dépend. Pour un préau, par exemple, si on veut donner une couverture Wi-Fi dans un préau, on va plutôt partir sur une borne Wi-Fi extérieure, forcément. Donc ça, c'est la borne Wi-Fi du milieu, par exemple. Ça, c'est une borne Wi-Fi que j'avais pris en photo à Brest, en front de mer. Donc on voit qu'il y a un peu de rouille, hein, forcément, ça, l'air salin fait son travail sur le temps. Donc c'est une vieille borne Wi-Fi, hein, elle a plus de 10 ans cette borne Wi-Fi là, mais elle fonctionnait encore toujours il y a 1 an et demi à peu près quand j'ai pris la photo. Très bien. Précautions à prendre. Donc le Wi-Fi est susceptible de subir des perturbations extérieures, donc le bruit industriel, le rayonnement Wi-Fi alentour, les radars météorologiques, les communications de l'armée, de la gendarmerie qui resteront toujours prioritaires par rapport à toutes les technologies sans fil pour nous, grand public, entre guillemets. Voilà. Donc, Donc on doit ajouter également le chauffage, hein. oui, a priori. Je vais me Euh, renseigner sur ce point-là, voilà. c'est Donc, intéressant. donc on en déduit toujours le même constat, hein, qu'on ne peut pas s'engager sur un fonctionnement parfait et des Tout à fait. débits Non. garantis. Hein, et c'est vrai que l'utilisateur lambda est pas forcément informé de cette défaillance possible. Oui, tout à fait. Alors le sans fil c'est bien, mais c'est pas la technologie magique hein, qui résout toutes les problématiques. Ouais, donc faut faire attention à ça. Faut garder à l'esprit que ça reste du sans fil, c'est des ondes, c'est perturbable, etc. Donc il y a des limitations, on le verra en nombre de connectés aussi. Je vais en parler aussi par rapport à la dernière norme Wi-Fi AC. Toujours valider une étude Wi-Fi avec des tests de couverture, ça c'est très important, parce qu'entre une étude théorique et une étude pratique, bah, il peut y avoir des différences, quelques petites différences. Et même demain, vous faites une installation dans les règles de l'art, une étude prédictive, un test de couverture et une étude post-déploiement, mais 6 mois après, il y a un voisin qui est arrivé, qui a une grosse machine-outil industrielle qui va générer forcément des flux électromagnétiques qui vont venir vous perturber. Ou demain, vous installez, après le Wi-Fi, vous installez une alarme qui fonctionne sur la bande des 2,4 GHz. Celle-ci va venir perturber votre Wi-Fi. Et ça, vous le savez, vous y pensez pas, mais c'est les mêmes technologies, enfin plus ou moins les mêmes technologies. Les bandes de fréquences sont plus ou moins proches et peuvent venir perturber la partie sans fil. Donc, comme je te disais, le 100% Wi-Fi n'est pas une solution viable pour un établissement, enfin établissement ou toute structure, hein. Ouais, ça doit rester pour la plupart une extension du réseau filaire pour des utilisations nomades et ou ponctuelles. Donc les tablettes, les PC portables, les smartphones, les douchettes Wi-Fi pour les entrepôts, etc. Et la composition du bâtiment est importante, hein. Les murs, les bardages métalliques, les bâtiments basse consommation ont une influence sur le Wi-Fi. Il y a le cas il y a quelques semaines d'un centre hospitalier de Saint-Mexan exactement, qui a fait quelques travaux de rénovation, dont une trappe d'évacuation des fumées. Une borne Wi-Fi qui était installée à proximité marchait très bien avant, et après elle marchait plus parce que forcément cette trappe-là, enfin ce conduit d'évacuation des fumées, il constitué de métal, a modifié la diffusion du Wi-Fi et la couverture forcément s'en est trouvée impactée. Hmm. Donc la constitution des murs est importante également, très importante même maintenant. Alors on en arrive à un petit point sur l'offre qui est présente chez vous, hein. C'est vrai qu'on Oui. on Sur fait. la partie D-Link, donc bah, tout le monde connaît D-Link. Alors en quelques mots, D-Link, enfin que tout le monde connaît, peut-être pas. D-Link, on est un constructeur taïwanais, on a 30 ans cette année, hein, donc on a des plus vieux constructeurs réseau au monde. Le plus connu, c'est Cisco, c'est le leader mondial. On n'a que 2 ou 3 années, enfin Cisco a 2 ou 3 années de plus que nous, donc on est vraiment un des plus vieux constructeurs réseau au monde. Notre métier historique, c'est la commutation, c'est tout ce qui est switch, commutateur Ethernet. Hmm.
Donc ce sont les multiprises réseau avec plus ou moins de fonctionnalités pour les moins techniciens d'entre vous. Notre deuxième métier, c'est le Wi-Fi professionnel, donc tout ce qui est solution Wi-Fi sans fil. Troisième métier, c'est la vidéosurveillance IP. On en parle de plus en plus dans l'éducation également. Donc Oui, surtout depuis les dernières mesures de plan de sécurité, hein, le fameux PPMS. Tout à fait. Donc voilà, c'est notre troisième métier, on en fait un peu depuis maintenant plus de 10 ans. On a aussi une partie mobilité avec des produits 3G, 4G, 5G demain évidemment, quand ça arrivera. Une partie routeur VPN sécurité et des contrats de service qui vont apporter un échange anticipé sur site des produits. Ça, c'est des contrats de service optionnels. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est la partie Wi-Fi. Alors, au lieu de parler de produits, je vais vous montrer normalement après quelques produits. Vous aurez une vue de la gamme, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est l'administration, la manière de pouvoir administrer les bornes Wi-Fi. Donc, on en a plusieurs. Donc, la plus basique, c'est ce qu'on appelle l'autonome, en anglais standalone, où là, tout point d'accès professionnel est capable de le faire, hein, évidemment, même grand public. Vous allez paramétrer chaque point d'accès un par un. Voilà, vous en avez deux, vous faites 2 fois, c'est pas très long. Vous en avez 50, vous le faites 50 fois, là ça devient un peu plus compliqué. Donc pour pallier à des installations un peu plus conséquentes, on a d'autres modes d'administration possibles. Donc on va retrouver des modes microcontrôleurs, des modes contrôleurs Wi-Fi physiques et des contrôleurs logiciels pour terminer. Donc là la capacité en termes de bornes va donc de une borne évidemment jusqu'à plus de 1000. Suivant les solutions. Alors, je fais juste une présentation sur la partie centralisée sans rentrer trop dans la technique. On voit le petit schéma de gauche où on voit l'administrateur en fait qui a 5 points d'accès qui va les paramétrer un par un. Donc 5 points d'accès, c'est pas très contraignant encore, mais il en aurait 50, ça pourrait très vite le devenir. En solution centralisée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir alors soit une borne qui va être nette ou le contrôleur Wi-Fi qui va faire office de cerveau central et qui lui va aller paramétrer tous les points d'accès qu'il aura détectés sur le réseau. Voilà, pour faire simple, ça permet de mettre en place une solution d'administration simple et efficace pour un administrateur réseau. Et rapide, forcément, plus rapide. Solution type dans l'éducation, donc clairement on a votre cœur de réseau, votre réseau LAN actuel, avec la partie firewall, la partie accès internet. Et à droite on va mettre, au niveau du cœur de réseau, on va mettre un contrôleur Wi-Fi physique qui va pouvoir gérer jusqu'à 1000 points d'accès maximum dans les extrêmes. Votre partie distribution, où là c'est c'est vos baies de sous-répartition. Vous allez avoir des switches, le switch CDI par exemple, le switch pédagogie ou salle de classe, salle techno par exemple, etc. Et là vous allez avoir vos points d'accès connectés dessus. Les points d'accès vont remonter sur le contrôleur, et là c'est lui qui va gérer l'ensemble de votre installation points d'accès Wi-Fi. Côté gauche, on va retrouver donc vos serveurs d'authentification ou vos serveurs plus classiques. Et pour vous protéger au niveau et pour répondre aussi à la loi Hadopi antiterroriste, on va mettre ce qu'on appelle un gestionnaire d'accès et de log. Généralement, ça c'est quand on veut donner un accès externe à Internet, par exemple, aux élèves. S'il n'y a pas d'accès Internet donné aux élèves, mais ça peut être compliqué aujourd'hui, on va juste mettre un serveur d'authentification avec nom et un identifiant et un mot de passe. Ok. On a une question en cours de route là sur Oui. le fait, est-ce que APRA, donc c'est-à-dire la partie supervision centralisée, permet également de connecter des appareils de marques différentes. C'est-à-dire là on cite les bornes Cisco par exemple. Non, ça reste. Alors c'est un. Nous, des Link, on est très normes. Les normes, c'est des I3E, hein, c'est des consortiums. Donc nous, on est très normes historiquement. La seule solution du marché qui n'est pas normée, c'est les solutions d'administration Wi-Fi, malheureusement. Donc non, tout ce qui sera gestion Wi-Fi sera propriétaire à chaque constructeur.
Ah oui, bon, Voilà, donc nous, D-Link, c'est propriétaire à D-Link. d'accord. Cisco, ça sera propriétaire à Cisco. La marque X, Y ou Z, ça sera propriétaire à leurs produits. Voilà. Donc ça, c'est seule chose qui n'est pas normée aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est dans les papiers des consortiums? Je ne sais pas. Peut-être, mais ça serait bien à terme quand même qu'ils uniformisent tout ça. Oui, enfin, on retrouve la problématique dans d'autres secteurs. Oui, oui, ça m'étonne pas. Mais non, aujourd'hui, voilà, toute solution d'administration, si je reprends ici, toute solution ici, toutes ces solutions-là seront propriétaires des lignes. D'accord, ok. Il y en a qu'une qui pourrait éventuellement, mais on n'est pas vraiment dans l'administration, on est plutôt dans ce qu'on appelle du monitoring, c'est avec un logiciel d'administration SNMP. Où là, forcément, tous les produits réseau Cisco, D-Link Oui, sont ça c'est généralement la norme SNMP. qui permet donc à chaque appareil de remonter des informations. Voilà, Et des donc en effet, informations de, il y a un standard et les logiciels qui courants savent lire ces informations SNMP. Ouais. ouais, Ok. exactement. On continue? Alors maintenant, on va terminer normalement ce webinaire sur le focus sur le Wi-Fi 802.11 AC. Tout le monde ne connaît pas la norme. Alors c'est une norme Wi-Fi qui a été ratifiée en début 2014. Alors historiquement, hop, je vais me mettre ici d'abord. Historiquement en 97, donc on a eu la première norme Wi-Fi 802.11, 802.11 tout court. Ouais. Après il y a eu les évolutions, le B, G, le A, le N. Et la dernière génération, la cinquième, donc c'est le AC, qui a été ratifié, les premières versions brouillon draft sont sorties en 2012 et elle a été ratifiée début 2014. Hop, ouais, j'aurais dû inverser les slides à mon avis. Début 2014, donc pour apporter des débits en gigabits et puis un fonctionnement principalement sur le 5 GHz. Ici. Alors pourquoi cette norme-là? Parce que il y a un constat qui a été fait, c'est l'usage intensifié du Wi-Fi et on le voit hein, de pire en pire ou de mieux en mieux, ça dépend comment on se place. De votre côté, c'est peut-être de mieux en mieux. C'est de D'accord. mieux en mieux, ouais. Donc voilà, les réseaux Wi-Fi accueillent de plus en plus de clients. On est à 3 en moyenne par utilisateur. Hein, donc, enfin, moi je le vois bien quand je suis à l'hôtel. Hein, j'ai mon téléphone, j'ai mon PC, je peux avoir aussi un autre périphérique avec Wi-Fi qui traîne avec moi. Donc ouais, on est facilement à 3, voire même plus 4 ou 5 des fois aujourd'hui, périphérique Wi-Fi avec les objets connectés sur soi. Donc les utilisateurs se connectent de plus en plus avec de plus en plus de devices différents. La moyenne des applications, c'est 40 applications qui consomment de la bande passante sur le réseau. Donc on le voit pas forcément, mais bon, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est etc. qui travaillent en tâche de fond et qui viennent forcément prendre de plus en plus de bandes passantes sur le réseau. Et les usages, évidemment, de plus en plus complexes. Hein. On parle de cloud, de stockage, de communication unifiée, d'applications métiers en mode SaaS, les conférences web vidéo comme nous aujourd'hui on peut faire. Donc voilà, les usages se développent, se complexifient de plus en plus. Donc ça, c'est le constat du Wi-Fi AC. Donc il fallait répondre à ce constat-là. Donc la norme Wi-Fi AC a été ratifiée début 2014. Alors un petit rappel sur le N qui avait introduit quand même une technologie assez sympathique qui s'appelait le MIMO. Parce que je vais en parler juste après. Le MIMO, c'est le multiple input, multiple output. Très simplement, c'est la mise en place de plusieurs antennes Wi-Fi et l'agrégation de ces antennes pour les envoyer vers un client. Donc en fait, on prenait plusieurs tuyaux et on les assemblait pour faire un gros tuyau pour augmenter le débit. Donc ça reste toujours d'actualité. Hein. Mais voilà, la cinquième génération du AC a apporté beaucoup plus de choses et qui permet d'atteindre dès aujourd'hui des débits en gigabits d'une part, mais pas que, ça a aussi ça a apporté tout un tas d'optimisation de la transmission des flux vers les clients Wi-Fi. Donc on a le Smart Bin par exemple qui va permettre de créer des antennes directionnelles virtuelles pour focaliser les signaux vers les clients Wi-Fi. Il y a aussi le band steering, alors qui ne fait pas partie de la norme chez nous, mais qui va permettre de détecter en fait si le client sait travailler sur le 5 Go ou pas, et de le pousser vers cette bande de fréquence là.
Donc voilà, toutes ces technologies permettent vraiment de faire une grosse avancée sur la technologie Wi-Fi. Et en conséquence, qu'est-ce que ça apporte? Sur une zone de couverture identique par rapport à du point d'accès Wi-Fi N, on va pouvoir connecter beaucoup plus de clients sur cette bande Wi-Fi. Donc en Wi-Fi N, on était sur 15-20 terminaux en moyenne. C'est une préconisation que nous, Denink, ont donnée dans le monde de l'éducation. En Wi-Fi AC, on va être sur du 50-60 terminaux connectés sur la même bande Wi-Fi, avec une couverture plus ou moins identique. Alors 50-60, c'est pas nous qui le sortons de notre chapeau, hein, ça a été validé par le rectorat de Bordeaux en conditions réelles avec des tablettes tactiles, sans fil. Donc voilà, donc c'est vraiment un usage réel, 50-60 terminaux, ça fait pas peur. Alors évidemment, si vous faites du streaming 60 tablettes en même temps, et que votre connexion internet n'a pas évolué, il y aura toujours un goulot d'étranglement, ça faut en être bien conscient. Alors là, dans Wi-Fi AC est rétro-compatible avec les précédentes normes et assure un fonctionnement avec des terminaux existants. Je prends mon cas, quand j'habitais Rennes Centre où j'avais une fibre 300 mégas, j'avais fait un test avec ma box qui était restée en N, en technologie N, et mon PC qui était en technologie N. Donc j'avais 80 mégabits de bande passante réelle en test de débit. J'avais mis un point d'accès Wi-Fi AC, et j'étais resté en N sur mon PC portable. Donc j'avais un décalage de technologie. Ma bande passante était passée de 80 mégabits à 200 mégabits. Donc même sur des clients existants, ça optimise réellement aussi la transmission des flux. Et ça, c'est intéressant. Le prix des points d'accès Wi-Fi a été divisé par 2 en un an. Donc ça diminue, ça chute de plus en plus. Il y a des nouveaux points d'accès qui arrivent, pas tous les jours, mais presque. Nous, on a des nouveaux points d'accès Wi-Fi AC qui sont prévus début d'année, qui vont faire forcément chuter les points d'accès Wi-Fi AC qui sont au catalogue aujourd'hui. Ils vont apporter plus de fonctionnalités, mais ça permet aussi de descendre le coût des points d'accès Wi-Fi AC par rapport au N. Hop, ah bah j'ai pas mis. Il me semblait qu'il y avait un tableau. Sur la norme. Alors là, on est sur la norme début 2014, c'est le Wi-Fi AC phase 1 qui a été ratifié. Depuis peu, donc fin juin 2016, le Wi-Fi AC phase 2 a été ratifié et qui va apporter encore plus d'optimisation des transmissions des flux. Donc on attend les premiers produits début d'année prochaine et de mener les premiers tests, mais ça se trouve on passera sur du 50-60 terminaux à peut-être 60-80 par point d'accès, donc on va encore optimiser la densité des clients sur des couvertures sans fil. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, favoriser cette technologie-là, c'est une technologie d'avenir qui vous évitera de réinvestir dans 3 ans sur votre installation Wi-Fi. Oui, donc plutôt opter sur ces appareils-là, même si peut-être dans les promotions ou les premiers prix, ce sont les anciennes techno qui sont encore en distribution. Oui, C'est ce qui se passe. c'est ça. Bah, il y a une histoire de prix, hein. Les deux gammes, on va dire, coexistent, hein. Mais nous, on voit que sur la partie pro, les points d'accès N tendent à disparaître. On en a de plus en plus qui sont en fin de vie et c'est logique. Et on a des points d'accès AC, des nouveaux points d'accès AC qui arrivent. Donc on aura toujours des points d'accès N parce que il y aura toujours besoin pour une petite salle de réunion où il y a 10 personnes maximum qui vont venir se connecter, où c'est largement suffisant. Voilà, aujourd'hui, il y a comment dire, il y a une raison de vie de ces produits-là. Par contre, dans 2 ans, ils auront disparu. Et on sera totalement sur un marché qui seront assez. Donc là, on est sur l'évolution de plus en plus active d'une passation sur du Wi-Fi technologie N vers du Wi-Fi technologie AC. D'accord, très bien. Il nous reste 10 minutes avant de conclure. Est-ce que dans les auditeurs qui sont en direct, il y a des questions que vous auriez à nous poser? Je remonte un petit peu le fil de la discussion, j'en vois pas de nouvelles. La précision d'Arnaud Métayer, c'est bien le chauffage électrique, hein, c'est pas le chauffage. Ah, ouais, le chauffage électrique en plus. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être un chauffage électrique défaillant, non blindé. Ouais.
Non, non, là je suis en gaz, donc non, ça n'a rien à voir. Ok. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre dans la liste des questions? Euh, Bon, il y a Olivier Nedelec qui est en train de d'écrire, peut-être qu'il a une question à nous poser. Voilà. Dans mes préconisations, hein, puisque Olivier a un profil un peu particulier par rapport à nos intervenants, parce qu'il est également prestataire, lui, dans un bon nombre d'établissements du Finistère, et également revendeur des links, au passage, clin d'œil, mais pas que, j'imagine, selon le demande du client. Euh, il nous dit, je pars sur une borne par salle de classe, considérant que dans une salle de classe qui utilise des tablettes, on sera à 16-20 tablettes simultanément. Est-ce cohérent? Bah, selon ce qu'on a pu voir, ça paraît cohérent par rapport aux anciennes normes. Là, on peut voir qu'avec la norme AC, on pourra dépasser enfin, tout dépend après de l'étude qui a été réalisée sur le terrain, dans le sens que, Ah, en effet, si on aura beau mettre une bande sur laquelle on peut raccorder 50, 60, 75 devices, si les murs entourant le point d'accès font que la salle d'à côté ne pourra pas en profiter, on restera ah, avec cette problématique de mettre un point par salle. il y a plusieurs enfin, paramètres à prendre en compte quand on fait un déploiement Wi-Fi. Il y a le nombre de connectés, il y a la zone à couvrir, parce que enfin, tout dépend si la borne Wi-Fi peut couvrir deux salles de classe, par exemple. Si on la mettait au milieu et elle peut couvrir les deux salles de manière cohérente et performante, et qu'on est à 20 x 2, 40 connexions maximum, oui, là on peut mettre qu'un seul point d'accès. Par contre, si on met un point d'accès mais qui couvre pas entièrement les deux salles de classe, on revient à une problématique de couverture classique. Et donc là, on est obligé de passer sur deux points d'accès, en dehors du nombre de connectés par borne. Mhm, mhm. On n'a pas trop parlé enfin, si vous l'avez évoqué, hein, sur le fait que, comment dire, dans l'usage, on puisse passer d'une borne à une autre sans perdre la liaison. Oui, Est-ce que, ça oui. oui. Est-ce que... Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Ah bah bien sûr, il n'y a pas de souci. Ça, on va retrouver ça alors, je vais revenir sur le slide là. Hop. Ça, ces fonctionnalités-là, on va les retrouver sur les solutions physiques contrôleurs Wi-Fi. Donc on va retrouver les contrôleurs Wi-Fi. Donc c'est toute la partie du milieu en vert, où là on va avoir des contrôleurs Wi-Fi physiques, on va coupler à des bornes qu'on appelle unifiées. Et donc C'est pas le comme contrôleur qui apporte cette capacité, c'est bien la borne et non pas le contrôleur. alors aujourd'hui c'est le contrôleur qui la gère. Normalement c'est le Ah, qui la contrôleur gère. qui. Ouais, c'est toujours le contrôleur qui la gère. Alors euh, techniquement parlant et dans les faits, en fait il y a toujours une coupure. Mais cette coupure, quand on passe d'une borne à l'autre, si elle est gérée par un contrôleur Wi-Fi, elle est tellement courte que c'est comme s'il n'y avait pas de coupure. Voilà, ça c'est les latitudes que le Wi-Fi permet. Donc il y a certains nombres de ping qui est autorisé ou pas. Et donc voilà, donc le contrôleur lui va permettre de gérer au plus court la coupure quand on passe d'une borne à une autre, tout simplement. Après, ça c'est aujourd'hui. Demain, on a une cinquième brique qui doit arriver chez nous, qui s'appelle c'est du business controller. Donc où il va y avoir des points d'accès Wi-Fi qui vont directement se connecter à un serveur centralisé. Et c'est ce serveur-là, enfin, en poussant les configurations dans les bornes localement et qui apportera aussi de l'itinérance sans coupure directement. Donc les deux vont de pair au final pour répondre à votre question. Aujourd'hui c'est principalement contrôleur. Si on n'a pas de contrôleur aujourd'hui, il n'y a pas d'itinérance sans coupure. Mais demain ça va évoluer. D'accord. Il y a une question qui est en train d'être écrite par Arnaud Métayer. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une très grande majorité de nos établissements, tout le premier degré et aussi sur nos 250
collège-lycée, on en avait presque la moitié où il n'y a pas de référent technique en établissement, c'est-à-dire que c'est géré au mieux par un prof de techno en collège, un adjoint ou directement le chef d'établissement. Est-ce qu'aujourd'hui, sur une desserte qui est à mettre en place et qui peut être assez conséquente, puisque les usages sont en train de vraiment se développer avec les appareils mobiles, hein, que ce soit ordinateur portable, tablette, smartphone, etc. Euh, un établissement peut faire appel à un prestataire euh, qualifié, hein, qui va respecter un petit peu les différentes étapes qu'on a évoquées. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se mettre en place et vivre sa vie sans grand contrôle? Vous parlez enfin, de l'installation Wi-Fi une fois qu'elle est faite? Oui. Ah, une fois qu'elle est faite, normalement, il y a pas besoin d'intervenir dessus, sauf dans le cas où on a par exemple, du filtrage des élèves par un identifiant et un mot de passe, où là, forcément, tous les ans, on va devoir remettre Oui, ça à jour ça va avec être les lié accès. avec le serveur pédagogique de l'établissement qui vont. Exactement. D'accord. Mais il y a par exemple du filtrage par adresse MAC qu'on peut mettre en place sur des solutions contrôleur Wi-Fi, directement dans le contrôleur. Filtrage par adresse MAC, en fait, on va prendre l'adresse MAC des tablettes et puis on va l'intégrer dans les listes blanches. Et dans ce cas-là, tout ce qui est avec une autre adresse MAC qui va vouloir se connecter sera refoulé. Sauf que si demain il y a une panne sur une ou plusieurs tablettes, avec des changements de tablette, ça veut dire changement d'adresse MAC, donc remise à jour de cette base de données-là. Et donc là, on réintervient sur la partie contrôleur Wi-Fi. Mais Oui. normalement, une fois que le réseau Wi-Fi, globalement, il est mis en place, la couverture, elle est faite, normalement, on n'y revient pas tous les 4 matins, c'est certain. Bon, d'accord. Il y aura toujours un peu de maintenance à faire quand même au quotidien, c'est comme sur un réseau informatique au final. Oui, mais c'est bien là tout le souci, c'est-à-dire que dans beaucoup d'établissements, il y a personne pour gérer le réseau informatique. Et oui, c'est ça. Bah oui. En tout cas, c'est souvent le cas chez nous. Oui. Ok. Ah bah il y a pas que chez vous. Je vous rassure. Pas de vous rassure. On croyait que dans l'éducation on était le parent pauvre, mais si vous nous dites Non. que ailleurs c'est pareil. Ok. Je sais pas si ça nous rassure. Dernière question peut-être de Arnaud Le Métayer, pardon, qui nous dit, je vous laisse lire la question. Le gestionnaire de grappe remplace-t-il le contrôleur quand on a moins de 30 bornes? Tout dépend. Qu'est-ce que c'est un gestionnaire de grappe, hein? Alors, gestionnaire de grappe, je pense que c'est APERE. Je pense que Arnaud veut parler de ça. Oui, c'est ça. Donc APERE, en fait, APERE, c'est un mode microcontrôleur. Ça permet donc de définir une borne mètre. En fait, c'est ce qu'on voit ici hein, sur les petits schémas. Euh, hop. Donc là, la borne maître, master AP, et on va définir des bornes esclaves. Donc ça permet de faire des petites solutions centralisées, à l'exception évidemment où on a beaucoup moins de fonctionnalités qu'une vraie solution centralisée avec un contrôleur physique. Par exemple, on n'aura pas l'itinérance sous coupure, on aura beaucoup moins de fonctionnalités de sécurité, donc ça va se limiter, se cantonner à la diffusion, enfin à la synchronisation des paramètres de SSID, de sécurité, de VLAN éventuellement, etc. Donc ça, j'ai plus de détails là-dessus, Arnaud, si vous voulez, je pourrais vous le transmettre par la suite, où j'ai vraiment une présentation plus complète sur la fonction APERE. Bon, on pourra le mettre en lien ou en document si vous l'avez Oui, dans l'article oui, je vais me le rajouter. qui sera disponible. D'accord, hein, donc l'APERE, donc un facilitateur pour le déploiement, c'est-à-dire voilà la recopie du paramétrage sur les différents équipements bornes, mais c'est pas une solution de Non, contrôle non, c'est pas une solution logiciel ou physique. aussi poussée qu'un contrôleur Wi-Fi. Non, mais on préconise souvent Alors, on va distinguer quand même deux cas principaux, deux cas de figure que vous êtes amenés à avoir. C'est, on va dire, la partie collège-lycée.
où là on partira plutôt sur des solutions centralisées, parce il peut y avoir beaucoup de points d'accès, beaucoup d'élèves derrière connectés en Wi-Fi, et les écoles primaires où là forcément les déploiements sont beaucoup plus restreints. Mais c'est aussi une histoire de fonctionnalité et qu'on désire avoir. Si on n'a pas besoin de fonctionnalités d'itinérance sans coupure et qu'on a juste besoin de 3, 4, 5 bornes Wi-Fi sans sécurité bien particulière, sans fonctionnalité particulière, la solution APERE convient très bien. Voilà. Par contre, dès qu'on va vous passer un cap en termes de fonctionnalité et de points d'accès Wi-Fi, on passe après sur une solution centralisée. C'est plus souple, c'est plus pérenne dans l'avenir. Très bien. Je vous laisse afficher la dernière diapo et puis on va conclure, comme ça on sera pile poil normalement à l'heure. oui. Je vois pas de dernières questions de dernière minute. Hein. Donc tout ça pour vous indiquer ce webinaire est enregistré en format vidéo et sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Netech, ainsi que sur le canal vidéo de notre portail institution sur le portail Office 325, et que pour plus d'informations, on est à votre disposition, hein, que ce soit côté Netech, moi-même et mon collègue toujours absent, Philippe Renaud, qui devrait revenir en janvier, et donc directement, sinon auprès de Monsieur Emery pour la partie des links. Voilà, écoutez, on vous remercie, on va conclure pour ce jour, et puis on se retrouve pour ceux qui s'intéressent à Minecraft la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Allez, Merci, au revoir tout le monde. à bientôt, au revoir.